Introduction à la qualité, concept, fondement de la qualité. Pourquoi la qualité dans les services SONU? La qualité dans les services SONU, cela va permettre de recevoir, de prendre en charge le couple mère-enfant dans le respect des directives, ce qui va permettre de réduire les décès maternels et infantiles qui restent élevés dans nos contextes. Nous allons suivre ce plan. Nous allons passer par une introduction, les objectifs du cours. Nous allons parler des concepts et définitions, les dimensions de la qualité. Nous allons parler de l'historique et l'évolution, concept de la qualité, le cadre conceptuel de l'assurance qualité. Avant de conclure, nous allons vous parler des fondements de la qualité. Il faut dire que selon ISO, l'Organisation internationale de normalisation chargée de standardiser la qualité, dit que c'est l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire les besoins exprimés, ce que le patient vient chercher. Le patient vient chercher la santé, vient acheter du service. Et implicite, qu'est-ce que le patient peut avoir comme élément en surplus, ce qui va permettre au patient de revenir une autre fois parce qu'il est satisfait de nos services, à savoir les odeurs, du bruit, ou bien comment est-ce qu'on accueille dans le service. Et il y a plusieurs définitions qu'il faut savoir. Aussi, dans le domaine de la santé, la qualité, c'est l'engagement du prestataire de service envers son client ou le patient, lui garantissant la fiabilité des services parce que je sais ce que je fais, ce que je vais appliquer, et tout ça dans le respect des procédures pour appliquer ce que je vais faire dans le respect des normes pour que la pratique soit de mise et que ça respecte les normes pour que ça soit de qualité et de qualité dans la prise en charge. Dans le cas des SONU, il faut pouvoir identifier les types de retard qui peuvent avoir une incidence sur la prise en charge et aussi réduire les décès maternels et infantiles. Et selon Thaddeus, cette identification-là, si on a identifié, ça va permettre de réduire un tant soit peu l'incidence sur la chance de la femme de suivre à une urgence comme c'est le cas, si on a mis en œuvre toutes ces directives et respecté les procédures. Les deux premiers retards, à savoir le retard de la décision de consulter un centre de santé si les signes d'alarme apparaissent chez une femme enceinte, si on a pu donner tous les conseils nécessaires, on a pu prodiguer des informations aux patients au cours de la CPN précédente, la patiente pourra prendre l'engagement nécessaire, l'engagement tôt pour pouvoir consulter un service de santé si elle présente ces signes-là. Et le retard a atteint un établissement qui reste de façon systémique ou comment faire que le patient puisse atteindre un centre de santé si le patient a besoin des services et aussi pouvoir réduire ces éléments-là et pour que le patient puisse bénéficier des soins de qualité. Et le troisième type de retard qui se fait et qui se trouve au niveau de l'hôpital, c'est de faire de telle sorte que tout ce qu'on va poser comme action au niveau de l'hôpital, à savoir la consultation, la prise et le diagnostic, la prise en compte de ses plaintes, la prise en compte de sa prise en charge, à savoir la disponibilité des médicaments ou la disponibilité des infrastructures pour qu'ils soient mieux pris en charge. Si ici, il y a un souci, le retard incombe au prestataire et le décès qui survient parce que le prestataire n'a pas pu mettre en œuvre, parce que l'organisation n'a pas pu contrôler les aléas, parce que le service n'est pas fourni de façon qualitative pour que le patient puisse bénéficier des soins. Dans le processus de l'assurance qualité, cela va aider le prestataire à modifier ses agissements, c'est-à-dire à essayer de détecter ces insuffisances. Et ces insuffisances-là, les corriger va permettre au patient de prodiguer des conseils, et des soins et des conseils nécessaires
pour la prise en charge du patient parce que j'ai reconnu mes insuffisances et j'ai essayé de me former, soit de m'appliquer, soit de faire une bonne consultation et pratiquer un bon accueil pour que le patient puisse être à l'aise et être mieux pris en charge. L'objectif général, c'est d'informer les apprenants sur les concepts, définitions, les fondements et enjeux de la qualité. L'exercice spécifique, d'abord, il faut pouvoir définir la qualité, citer les dimensions de la qualité et décrire l'approche conceptuelle de l'assurance qualité et l'amélioration continue de la qualité, de comprendre les fondements de la qualité, comprendre les droits des clients à des services de qualité. En grand 2, le concept et définition. Il faut dire que, comme je disais, la qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire les exigences. C'est-à-dire, ce que je fais, il faut que ça respecte les normes et qu'on puisse apprécier comme tel, parce que respectant les normes. Et l'assurance qualité, c'est la partie du management, c'est la partie qui va permettre de pouvoir donner confiance, de pouvoir dire au prestataire, au patient ou à celui qui va utiliser mes services, lui dit que ce que je suis en train de faire, je le fais et c'est dans son intérêt et cela va respecter la qualité et non pas pour le nuire, mais c'est de satisfaire ses exigences. Et la procédure, c'est la manière spécifiée de réaliser une activité ou un processus. C'est-à-dire, on t'a dit de marcher droit et ne pas pencher. Si tu marches droit, c'est que tu respectes la procédure. Au niveau des normes, il faut dire qu'une norme, c'est un document officiel qu'on a écrit. C'est l'ensemble d'éléments, c'est un ensemble d'éléments plutôt qu'on a édité et qui sont agréés par un organisme accrédité ou certifié par un organisme. Et l'organisme qui va écrire ces normes va s'appeler l'organisme qui normalise les actions, c'est l'organisme de normalisation. Et le fait d'écrire des normes, c'est aussi faire la normalisation. Et la politique qualité, c'est l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je veux qu'on fasse dans mon organisme, dans mon organisation. Qu'est-ce que je veux qu'on réalise dans mon établissement, qu'est-ce que je veux qu'on respecte dans mon établissement. Je vais écrire ma politique qualité et tous ceux qui ne vont pas respecter cette direction vont aller contre mon orientation, donc ma politique instituée pour pouvoir mieux prendre en charge les patients. Et soit souvent, c'est officiellement écrit plus haut et respecté plus bas, c'est-à-dire écrit par le ministère de la Santé et respecté au niveau des hôpitaux, ou bien au niveau de l'hôpital, on peut écrire une politique qualité pour que tout le monde puisse suivre et respecter les mêmes directions. Et les indicateurs qualité vont servir à mesurer la qualité au niveau des services, comme le plus souvent les outils d'auto-évaluation, les outils qualité pour pouvoir évaluer le degré de qualité des services. La qualité, selon Holman et Aguilar, c'est l'exécution correcte d'intervention que l'on sait sûr, c'est-à-dire il faut qu'on sache que ce que je suis en train de faire, je le fais bien et je le fais en respectant les normes qui sont abordables par la société, c'est-à-dire si je dis le médicament coûte 100 francs, c'est que la communauté peut acheter ça 100 francs. Si je dois opérer, c'est que la communauté sait que l'opération que je vais faire, ça respecte les normes en question et aussi le pouvoir d'avoir un impact sur la mortalité, c'est-à-dire sur ce que je vais faire, c'est pour réduire la mortalité, c'est pour réduire la morbidité, les invalidités et c'est tout ça dans l'intention et selon les besoins du client qui va s'opposer. Donc, lui, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis 1960-70 qu'il a écrit ça. Il faut voir que la qualité ne date pas d'aujourd'hui, mais la qualité, c'est chercher mieux, à évoluer pour pouvoir atteindre une qualité supérieure qui n'est jamais atteinte, mais en perpétuelle amélioration.
Et selon Amélis Donabédian, c'est de fournir des soins de qualité qui consistent à appliquer la science médicale de manière à maximiser les résultats consentis sans pour autant augmenter les risques. Ce n'est pas parce que j'ai respecté les normes, ce n'est pas parce que j'ai pris en charge le patient, je l'ai opéré, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire et je pouvais faire que le patient, peut-être, s'il doit perdre son pied, ne va pas perdre son pied, s'il doit mourir, il ne va pas mourir. Mais il faut que je donne toutes les chances nécessaires pour que ce patient, je puisse minimiser les invalidités, ou s'il doit partir, je puisse mieux le prendre en charge et que je sache que ce que j'ai fait, j'ai respecté les normes. Eux aussi, c'est de garantir à chaque individu un ensemble d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui assureront le meilleur résultat en termes de santé au meilleur coût, moins de risques et pour la plus grande satisfaction en termes de procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur d'un système, selon l'OMS. Je l'ai lu intégralement parce que c'est une direction et c'est ce que l'OMS pense de la qualité au fait au niveau des services de santé. Et l'évaluation, comme j'avais dit, la qualité des soins est jugée selon sa conformité. Si je dis on doit respecter ou bien on doit recevoir un patient pendant 15 minutes, si j'ai reçu le patient pendant 5 minutes, même si ce que je viens de poser comme acte, la consultation s'est passée en respectant les degrés, mais en respectant tout ce que je dois faire pour pouvoir poser un diagnostic, tant que je n'ai pas respecté le délai de consultation, je l'ai fait bien, mais cela n'a pas respecté la directive et non pas ce qu'on doit faire, mais ce que je viens de faire qui ne respecte pas la qualité et qui ne traduit pas la qualité du service au fait. Selon Audi Consulting, c'est de faire bien ce que je vais faire bien et bien pour la première fois, parce que je ne veux pas dire je vais aller opérer un patient pour voir s'il va vivre ou bien s'il ne va pas vivre. Ce que je suis en train de faire, je le fais bien et bien pour une première fois. Et il faut savoir qu'à l'hôpital, on a des usagers. Et dans notre organisation de santé, celui qui vient acheter nos services est appelé un client. Et on peut avoir plusieurs types de clients. On peut avoir des clients externes. Les clients externes, c'est ceux de l'extérieur qui vont rentrer dans l'établissement et qui vont venir utiliser les services et qui vont porter des jugements sur ce qu'on a fait dans notre établissement pour pouvoir améliorer les services. On a aussi des clients internes. Les clients internes, c'est ceux qui vivent dans la même organisation, c'est-à-dire les médecins, les autres agents de santé vivants, travaillant dans l'établissement et qui vont dépendre de tel ou tel médecin ou tel prestataire pour bénéficier des soins ou bien pour avoir des éléments nécessaires pour pouvoir poser le diagnostic ou bien poser le diagnostic contraire après la consultation. Maintenant, à l'extérieur, plus haut, on a des partenaires qui vont fournir soit de l'argent, du financement, ou qui vont demander des services, qui vont demander des indicateurs, tout ça dans l'évaluation pour pouvoir attester que ce que nous menons comme activité dans le service est de qualité ou non. Et si on parle de qualité, la qualité c'est ce qui respecte les normes. Donc la non-qualité c'est ce qui ne respecte pas les normes. Donc c'est ce qui ne satisfait pas les exigences. Si on m'a dit de fabriquer un bidon de 1,5 litre avec telle ou telle dimension, si je l'ai fait en ne respectant pas ces dimensions, c'est la non-observation de l'exigence. Et si tout ça, on le fait bien en respectant la qualité, on va être évalué, on va être jugé selon si le service au fait est de qualité ou bien le service n'est pas de qualité, ce qui va nous amener à être soit certifié ou accrédité. Certifié, c'est venir voir est-ce que le service que j'offre, est-ce que c'est un service de qualité et adresser à l'organisme d'accréditation dit que si on demande une goutte épaisse, ici, la goutte épaisse est réalisée selon les normes et respectant les normes établies. Et l'organisme
qui est l'ISO ou l'organisme d'accréditation comme Codinorm, les choses comme ça, qui vont nous donner, attester que ce qu'on fait, on fait bien et nous donner un document nécessaire disant que notre service est de qualité et nous donner un diplôme nécessaire. Dimension de la qualité. Il faut dire que les dimensions de la qualité, on peut les appliquer en SONU. Et c'est tout ce qu'on va faire qui va respecter les normes et qui va aboutir à un bon résultat, qui va amener les gens à pouvoir utiliser nos services parce que c'est des services de qualité. Et cela passe par la compétence professionnelle. Il faut que je puisse savoir ce que je fais, je puisse connaître ce que je suis en train de faire, tout ça dans l'intérêt du patient et aussi dans mon intérêt parce que si je posais un acte que c'est pas bon et c'est pas réalisable et ça ne devrait pas être dans la prise en charge du patient que je cause du tort à ce patient, c'est que je l'ai fait dans l'intérêt, pas dans l'intérêt du patient, mais je l'ai fait en ne respectant pas les normes. Et l'efficacité, on s'est donné un objectif. Si on a dit de recevoir le patient pour qu'il puisse guérir, et la guérison, ce n'est pas la guérison physique, mais aussi la guérison mentale, et aussi souvent la guérison financière, parce que tout ça rentre en ligne de compte pour que le patient puisse être bien, se satisfaire et savoir que ce qu'on a posé comme acte, tout ça c'était dans son intérêt. Et l'efficience, c'est de mener peu d'actions pour pouvoir réaliser ce qu'on a à réaliser. Il ne suffit pas de faire tous les examens nécessaires pour qu'on puisse poser le diagnostic du patient, mais c'est le peu de moyens, le peu de capacités qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir poser ou bien prendre en charge le patient pour que le patient puisse être à l'aise. Et la continuité, c'est de pouvoir offrir les soins du patient sans discontinuité. C'est-à-dire, si je dois descendre, je dois faire la passation aux autres prestataires en bonne et due forme, en ne disant pas ou bien en n'appelant pas au téléphone. Ah bon, j'ai laissé 3 patients au service, il faut les prendre en charge. Mais la passation doit se faire en présence ou au service pour qu'on puisse mieux discuter de la prise en charge du patient. Et l'innocuité, c'est de pouvoir poser l'acte qu'on veut poser sans nuire au patient, sans causer du tort au patient. Parce que tout ça, ça a évolué depuis l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, l'évolution de la qualité est passée de plusieurs étapes que je vais vous relater plus tard. Et la notion de la qualité, comme je le dis, n'est pas d'aujourd'hui. Dans le royaume de Babylone, il avait été institué par le roi que si un médecin opère un homme pour blessure grave avec une lancette de bronze et cause la mort de l'homme, ou s'il ouvre l'abcès à l'œil d'un homme avec une lancette de bronze et détruit l'œil de l'homme, il aura les doigts coupés. Donc, ce que je suis en train de faire, il faut que je le fasse en respectant les normes et que je puisse savoir que je connais ce que je suis en train de faire et ce que je vais poser comme acte. Je maîtrise et je le fais bien et bien pour une fois et non pas à tâtonnement. Donc, depuis l'Antiquité, l'homme a cherché à améliorer ses façons de faire, à agir, à améliorer la qualité pour que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mène comme action s'approche de la qualité et la qualité supérieure. Avec l'apparition des premières tentatives d'organisation de travail qui ont évolué vers le concept d'amélioration continue de la qualité que je vais vous le signifier. Donc, dans l'évolution de la qualité, il y a eu 4 étapes. D'abord, il y a le contrôle de la qualité. Contrôle de la qualité, je décide de fabriquer un produit. Je fabrique le produit et je ne cherche pas à savoir est-ce que ce produit sera bien utilisé ou pas utilisé par le client. Je sépare les conformes et les non conformes et je mets à disposition de l'usager ou l'utilisateur. Je ne prends pas en compte ses jugements, ses critiques sur le travail. Mais je fabrique, je regarde ce qui est conforme, je le mets à disposition, ce qui n'est pas conforme, je jette. Et l'assurance de la qualité, dans l'évolution, il s'est trouvé que
fabriquer et mettre à disposition sans prendre la décision ou sans demander les jugements de l'usager fait qu'on n'utilise pas mes services. Donc, je vais aller demander à l'autre d'utiliser parce que ce que j'ai fabriqué comme produit, ça satisfait ses exigences. Même si je ne demande pas toujours qu'il me donne ses critiques et ses jugements sur mon produit. Mais je vais aller le convaincre pour qu'il puisse utiliser mes services. Mais le management, ici, on a essayé d'aller plus loin. On le convainc et on fabrique le produit et on met à disposition le produit au client et le client utilise. Si le client il dit qu'il c'est bon, on le prend. Mais je ne tiens pas compte toujours de ses jugements. Et dans l'évolution, il s'est trouvé que sans prendre en compte les jugements et aussi les appréciations du client, le produit n'est pas utilisé. Donc maintenant, pour pouvoir évoluer vers la qualité supérieure, je vais prendre en compte les jugements du client et aussi son appréciation pour que mon produit que je fabrique puisse être adopté et utilisé par le client. Donc, du contrôle de la qualité où on séparait les conformes et les non conformes, on est arrivé au management par la qualité, c'est-à-dire je m'en vais demander au client qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je fabrique pour toi, donne-moi les caractéristiques de ce que toi tu veux, et je fabrique et je mets à disposition, il utilise, il me dit c'est bon et je mets sur le marché. Ça, c'est le management par le contrôle et par la qualité. Et ici, l'évolution, comme je le disais, depuis 1973, on a évolué du contrôle de la qualité avant et on est arrivé à partir de 2000 par le management de la qualité. C'est-à-dire, je vais demander ce que le patient veut, bien ce que le client veut pour que je puisse asseoir mon travail et que je puisse fabriquer mon produit. Ça aussi, c'est dans la réception et la prise en charge du patient. Je vais parler de mon hôpital, je vais, par mes agir, faire passer un message sur la notoriété de mon hôpital. Et c'est cela qui va permettre au client de juger et de porter ses appréciations pour pouvoir utiliser les services et pouvoir être à l'aise si on le prend en charge. Et tout le monde est satisfait. L'hôpital, on est satisfait parce qu'on utilise les services et les jugements sont portés, va prendre la bonne prise en charge. Et aussi le client, quand il rentre dans le service, il est bien pris en charge et il est satisfait. Donc ici, juste le résumé de tout ce que je viens de signifier. Le contrôle de la qualité où on va séparer les conformes et les non conformes. L'assurance de la qualité où on va aller susciter la confiance, on va lui dire au patient que ce que je suis en train de fabriquer, c'est dans son intérêt et il doit l'accepter parce que voilà, c'est bon pour lui. Et le management, c'est l'amélioration continue de la qualité. On va lui demander d'utiliser, on va le convaincre plus encore. Et le management par la qualité, c'est de prendre en compte les dits et les jugements du client pour pouvoir fabriquer mon produit. En 5, l'approche conceptuelle de l'assurance qualité. Il faut dire que l'assurance qualité va utiliser les normes standards nationaux ou internationaux officiels, à savoir les normes établies, pour pouvoir mener une activité. Et ces caractéristiques, c'est la compréhension et aussi la satisfaction des clients, tout ça, pour que le client puisse mieux s'adapter et que moi aussi je sois à l'aise de travailler. On va avoir une démarche participative, c'est qu'ici tout le monde s'y met pour amener les services à être de qualité et l'approche pluriprofessionnelle, tout le monde est concerné par ma position, même si je suis à la porte, je sais que par mes agis, si je fais bien, le client va utiliser mes services. Et l'approche constante et répétitive qui va permettre de toujours relater les mêmes choses pour que les patients qui vont utiliser, parce que c'est un client qui rentre, mais c'est plusieurs personnes qui reçoivent. Et si l'action coordonnée se fait en respectant les normes et les directives, l'action est menée avec qualité et le patient est à l'aise. Et on peut déceler rapidement les dysfonctionnements et les corriger pour que le patient puisse toujours venir les utiliser et les utiliser avec le même degré de qualité qu'on va offrir au patient. Et c'est dans ces processus-là qu'on va pouvoir permettre l'engagement de tout le monde dans la structure pour que la qualité qu'on veut atteindre, parce que la qualité n'est jamais atteinte, il faut toujours être en chemin à chercher une qualité supérieure pour pouvoir améliorer ce qu'on a fait aujourd'hui et apporter un plus pour que le service soit toujours de qualité. Et il n'y a pas de succès. Toujours, il
faut rechercher mieux parce que le processus de qualité est toujours en évolution. Et pour satisfaire le client, il faut toujours innover et permettre à ce que le patient puisse être toujours pris en charge avec un processus qui est dynamique. L'approche conceptuelle de l'assurance qualité, c'est un processus continu qui va se mesurer par l'auto-évaluation périodique et systématique. Et cette auto-évaluation va permettre aux prestataires de définir les objectifs à atteindre, d'analyser la situation existante, c'est-à-dire quel est le niveau de prestation fait actuellement, et l'identification des actions correctrices. Et ces actions correctrices identifiées vont permettre de pouvoir mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action, la mise en œuvre, va permettre de corriger les insuffisances, et cela dans l'objectif de mieux prendre en charge et d'offrir des soins de qualité. Et cela dans un système d'auto-évaluation qui est un processus de qualité qui est mis en évidence par la roue de Deming. La roue de Deming, c'est une roue qui est dynamique et qui est, on peut dire, si on prend la roue dans son entière conception, vous voyez qu'il y a l'expérience. L'expérience, c'est ce que nous, on a comme bagage pour pouvoir prendre en charge, pour pouvoir mener les actions ou le service qu'on veut offrir. Et la roue, c'est de pouvoir élaborer, pouvoir trouver des actions nécessaires pour améliorer ce qu'on a à faire et à faire de façon à atteindre une qualité supérieure. Donc, elle est calée par nos expériences, ce que nous on sait déjà, la qualité du service déjà. Et quand on va appliquer les éléments de la roue de Deming, c'est pour pouvoir atteindre une qualité supérieure. Parce qu'il faut planifier d'abord l'activité à mener. Si on a planifié l'activité à mener, on va réaliser l'action. Quand on a fini de réaliser l'action, on va vérifier tout ce qu'on a mis comme activité pour pouvoir réaliser l'action. Si tout est bon, on va agir sur ces éléments-là pour pouvoir améliorer la qualité. Tout ça pour atteindre une qualité supérieure et une amélioration continue de la qualité. Ici résumé, plan c'est planifier, préparer le travail à effectuer. Le do c'est faire en anglais, le do. Réaliser, exécuter les tâches prévues. Vérifier les résultats. Voilà, ici, comme on a dit que notre outil d'évaluation de la qualité, c'est l'auto-évaluation des services qui va nous permettre de déceler les insuffisances, qui va nous permettre de déceler les éléments à corriger et aussi permettre d'identifier les points forts, les points faibles et élaborer un plan d'action pour résoudre le problème. Et tout ça mis en œuvre, on va agir, corriger les insuffisances, tout ça dans le souci d'améliorer la qualité et la qualité des services. 6. Les fondements de la qualité. D'abord, 1. Les préalables. Il faut dire que la qualité est très exigeante pour les responsables hiérarchiques. À savoir, comment mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour pouvoir prendre en charge les patients. Je prends un exemple. On demande au directeur pour recevoir et prendre en charge correctement les patients. Il faut qu'il y ait des tensiomètres, il faut qu'il y ait un ordinateur dans les salles de consultation. Il va trouver que c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Mais si c'est réalisé, ça va permettre une bonne prise en charge du patient. Ou dans la salle d'hospitalisation, il faut des lits avec matelas, avec drap de lit, des oreillers, un espace spacieux pour que le patient puisse se sentir à l'aise comme s'il était à la maison. Il va trouver que c'est fastidieux, il n'y a pas de budget nécessaire. Même si tout ça est mis en œuvre, tout ça, ça rentre dans la prise en charge de qualité et correcte du patient. Et c'est après avoir réalisé tout ça que lui-même se rend compte que ce qu'il pensait ne pas pouvoir réaliser ou bien qui était irréalisable, il a réalisé et ça apporte un petit plus à la qualité des soins dans son établissement et il est satisfait parce que lui aussi, ça
s'appliquer à lui pour pouvoir mettre en œuvre une prise en charge de qualité. D'où l'engagement volontaire et total de tout le monde pour que l'action coordonnée puisse permettre une bonne prise en charge correcte et de qualité de patients qui rentrent dans notre établissement. Il faut savoir qu'en deux, les clients aussi ont des exigences. Et le concept de la qualité des soins varie selon qu'on soit client. Le client, lui, il vient acheter du service. Il vient acheter du service, à savoir être en bonne santé. Mais être en bonne santé, il y a aussi des éléments que le patient va vouloir demander pour sa prise en charge. Le fournisseur, il a mis son argent sur la table, disant que je veux tel ou tel indicateur. Si je ne mène pas ces indicateurs de qualité et que je ne fournis pas la donnée de qualité, lui aussi, il ne pourra pas être satisfait. Et l'organisateur aussi, le financier ou le régulateur du service, lui aussi, il a ses exigences qu'on doit pouvoir réaliser. Et la personne qui utilise plus nos services à l'hôpital, c'est le client. Donc, le prendre en charge, il faut respecter 4 exigences qui, mis en œuvre, va pouvoir prendre en charge le patient de façon correcte, à savoir la performance du service. Si je suis compétent, si je connais bien ce que je suis en train de faire, par mes actions, si je me suis formé, si j'ai suivi des séances de mise à niveau qui me permettent de pouvoir mieux prendre en charge, tout ça va me permettre aussi de fournir des services de qualité. Et la relation qui me lie entre moi et le patient, entre moi et l'administration, entre moi et mes collègues, tout ça, dans une bonne collaboration, on pourra mieux prendre en charge. Parce que si j'ai besoin des services d'un particulier, c'est-à-dire moi je suis en médecine, que j'ai besoin des services du chirurgien, qu'on ne s'entend pas, pour demander des services, ça serait un peu difficile. Ou bien le service, je ne veux pas fréquenter, et ça va constituer un frein à la prise en charge du patient. Et la réactivité du système. Est-ce que si le bloc ne fonctionne pas, comment on peut faire pour prendre en charge le patient de façon correcte en respectant les conditions nécessaires et la visibilité de la qualité? Est-ce qu'il y a un système qui est mis en place pour prévenir les dysfonctionnements et aussi permettre une bonne prise en charge du patient? Tout ça parce que, comme j'avais défini, la qualité, c'est la satisfaction des exigences exprimées et implicites. Exprimées, c'est ce que le patient vient chercher comme service, à savoir bénéficier des soins et être en bonne santé. Et de façon implicite, tout ce qu'on va mener comme action au niveau du service qui va permettre à ce patient de se sentir à l'aise, de pouvoir réutiliser le service une autre fois pour qu'il puisse être à l'aise et bénéficier des soins de qualité. Et pourquoi connaître ses besoins? C'est parce que si on connaît les exigences du patient et si nous-mêmes on essaie de réduire un tant soit peu ce qu'on mène comme action qui n'est pas de qualité, on va pouvoir éduquer et le patient et aussi notre communauté pour que nous tous nous puissions nous entendre parce que tout le monde a le même objectif, c'est de fournir des soins de qualité et permettre à ce que la communauté soit en bonne santé. Et cela va permettre de répondre à ces attentes et besoins qui requièrent des relations de confiance entre le communicateur, c'est-à-dire le patient et le prestataire, la relation qui va lier les deux pour que la prise en charge soit de qualité. Si tous ces éléments sont pris en compte, cela va baisser les anomalies externes, c'est-à-dire la communauté va avoir envie d'utiliser les services parce que tout ce qu'on fournit comme service en hôpital, c'est de qualité et ça respecte les normes. Ça va baisser les anomalies internes. Tout le monde sera en bonne collaboration et tout ça va permettre de pouvoir prendre en charge le patient. Et nous-mêmes, vivant dans l'environnement de prise en charge, nous serons à mesure de mener les actions et les services de qualité. Et cela va permettre de fournir des soins de qualité fiables et aussi de produire des résultats fiables
qui pourront être certifiés et accrédités par un diplôme et va augmenter la notoriété du centre parce que le patient sera satisfait des services. Le service ne sera pas réutilisé plusieurs fois parce que si on a mal pris en charge le patient, si on n'a pas permis au patient de bénéficier de l'ensemble de la prise en charge, le patient va partir, va venir réutiliser le service et cela dans un perpétuel recommencement qui va faire que le patient va dépenser beaucoup pour les mêmes soins et les soins qui ne coûtent pas cher. Et tout ça mis en œuvre, si on a baissé les anomalies, qu'on fournit des soins de qualité, l'établissement aura un nom qui va permettre de pouvoir le considérer comme un établissement de qualité avec des services offerts de qualité. Ici, en conclusion, je prends une image. Tout le monde travaille à l'hôpital. Le patient va rentrer à l'hôpital pour sa prise en charge. Tous ceux qui travaillent à l'hôpital travaillent en collaboration. Nous tous, on a les mêmes objectifs, à savoir produire des soins de qualité pour que le patient ou bien la communauté puisse bénéficier de la santé et la santé meilleure. Si la communauté dit, bon, l'hôpital là, moi, je ne vais pas là-bas parce que quand tu vas là-bas, on va te demander tel examen, tel examen, tel examen. Moi-même, je ne peux pas aller là-bas. Alors que le prestataire aussi dit, si je ne demande pas ces examens, je ne vais pas pouvoir bien prendre en charge mon patient. Si les deux ne s'asseyent pas pour mieux communiquer, mieux s'entendre, nous allons nous tirer et le service ne sera pas utilisé, le service offert ne sera pas de qualité parce que chacun va de son côté. Si on s'assoit, on réfléchit et qu'on trouve la bonne direction, nous allons nous asseoir, nous allons faire ce que nous avons envie de faire en collaboration et cela va permettre à ce que les services utilisés et les services offerts soient des services de qualité et en perpétuel recommencement dans la route des mines. Prenons encore un exemple dans une course de relais. Si les coureuses ou bien les coureurs étant devant, celui qui est devant ou celui qui est derrière ne respecte pas les directives, les conditions nécessaires pour faire le relais du derrière ou le relais en prenant par devant, le bâton risque de chuter et on va perdre parce qu'on n'a pas mis tout en œuvre pour qu'on puisse fournir les services qu'on devrait fournir, les services de qualité. Et tout le monde aura à perdre parce que la communauté n'aura pas les soins de qualité, le prestataire ne va pas fournir les soins de qualité et tout ça mis en œuvre, le service ne sera pas de qualité. Donc un établissement sanitaire, c'est une combinaison de ressources ayant un but commun, c'est-à-dire assurer que le patient une prise en charge qui lui garantit le meilleur résultat en termes de santé, comme j'avais dit, le meilleur résultat en termes de santé, en termes de coût, et cela nécessite que les différents acteurs de prise en charge pratiquent une bonne coordination adéquate tout au long des circuits, de l'entrée du patient jusqu'à la sortie, et que le patient puisse être considéré comme une personne dans la prise en charge. Et tout ça, on va mettre à la disposition de tous les règles qu'on a établies et on va garantir le respect de toutes ces règles-là parce qu'il ne suffit pas d'établir des règles, mais il suffit de les faire. C'est-à-dire ce qui est bon, c'est qu'il faut les faire respecter et assurer leur adaptation par le contexte. Si on va dans un service que on a dit, bon, il faut opérer, qu'il n'y a pas de bloc, il faut pouvoir élaborer un système qui va permettre de prendre en charge le patient, soit dans un autre service, avec le respect de la dignité de la personne et aussi les services offerts de qualité. Et tout ça dans un système de démarche qualité qui est un processus qui est inéluctable. La démarche qualité va permettre d'améliorer tout ce qu'on a à faire et tout ça dans un perpétuel recommencement pour atteindre un niveau supérieur de qualité. Et l'objectif d'amélioration de la qualité des soins et du service rendu, c'est tout ça qui va permettre de fournir des soins de qualité. Et c'est une démarche qui est fédératrice, qui est allouée parce que si j'essaie d'améliorer chaque fois ce que j'ai à faire, en essayant de mettre en lumière mes insuffisances, les corriger, pouvoir fournir des soins de qualité, ça va permettre d'offrir des soins de qualité et des soins
vous faites aux patients dans la pratique médicale de qualité en respectant les directives et normes. Et pour ça, une grille d'auto-évaluation a été élaborée par le programme, pas le programme national, mais la direction de la médecine hospitalière de proximité, qui permet de s'auto-évaluer pour déceler les insuffisances et les corriger ensemble, étant à l'hôpital. Avant de terminer, vous avez quelques références que vous pouvez consulter et cela va vous permettre d'avoir encore plus de notions sur la qualité et la qualité des services et le processus d'amélioration de la qualité qui est un processus qui est en perpétuel recommencement pour atteindre un niveau supérieur de qualité. Je vous remercie.